Il est 11h11, chaque jour une nouvelle révélation dans le meurtre de Philippine, un scandale peut-être d'État. Le parcours judiciaire du suspect est rempli d'erreurs. La juge des libertés avait évoqué une possible menace à l'ordre public, un risque de réitération de faits délictueux. T-A-O, je vais l'appeler O avec l'initiale, a été tout de même libéré. On apprend également que le procureur et le parquet n'étaient pas présents à l'audience le 3 septembre, je l'ai dit plusieurs fois. Alors je vous propose d'écouter plusieurs réactions ce matin avant d'être avec Reda Belhadj, qui est porte-parole du syndicat de police unité, et avec Franck également, qui nous attend au standard. Jean-Philippe Tanguy, il est député Rassemblement National de la Somme, il était l'invité ce matin de Sonia Mabrouk sur CNews et Europe 1. Le scandale, depuis maintenant trop longtemps, c'est qu'en fait toutes les règles, toutes les normes sur ces décisions visent à transférer l'insécurité sur les Français, le risque sur les Français. Les règles ne protègent pas avant tout nos concitoyens. C'est toujours le droit ou les droits des criminels ou des personnes suspectées ou des délinquants. Et les juges et ceux qui créent ces règles, qui créent ces normes, dans le dos des Français d'ailleurs, puisque les révélations que vous faites vont scandaliser 95% de nos compatriotes et de la classe politique, sont faites dans leur dos et exposent toujours leur sécurité. Nicolas Dupont-Aignan, président de Debout la France, il était lui l'invité de LCI. Simplement, il faut agir, c'est-à-dire prendre les mesures qui s'imposent et on les connaît. Mais cela veut dire changer les lois. Ça veut dire se libérer de Bruxelles, des directives européennes, de la Cour européenne des droits de l'homme. Cela veut dire réaffirmer la primauté du droit français. Moi, je ne fais pas partie des gens qui à chaque drame accuse le juge, le ceci. C'est un système qui a été mis en place. Un système délirant qui est fait pour protéger les délinquants, les criminels. Et ce faisant, ce sont les honnêtes gens dans le pays qui sont en danger. Mais c'est un dévoiement des règles. Je pense que beaucoup de gens peuvent adhérer à ce que dit Monsieur Dupont-Aignan. C'est pas tant la responsabilité des hommes, mais c'est le système qui est mis en place. Manuel Bompard, coordinateur de la France Insoumise, il était l'invité ce matin de Radio Luxembourg. La personne était effectivement une personne de nationalité marocaine sous l'objet d'un OQTF, mais 87% des viols qui sont commis en France le sont par des personnes de nationalité française. Donc si on veut attaquer... Mais l'un n'excuse pas l'autre. Mais je ne dis pas que ça l'excuse, bien évidemment. Je dis juste que si on veut vraiment s'attaquer à cette problématique du viol, des féminicides, il y a eu 100 féminicides dans l'année 2024. Tous les féminicides n'ont pas été commis par des personnes de nationalité étrangère en situation irrégulière. Si vous voulez vous attaquer à cette question de manière sérieuse, vous pouvez pas considérer, et je suis aussi en colère de la forme d'instrumentalisation totalement ignoble et honteuse à laquelle on assiste depuis plusieurs jours. Vous voyez, nous, ce qui nous rend, ce qu'on trouve ignoble, c'est la mort de Philippine. C'est pour ça qu'effectivement, on ne voit pas les choses de la même manière avec Monsieur Bompard. Écoutez Sandrine Rousseau, députée du Nouveau Front Populaire, elle était ce matin sur France Inter. Je suis inquiète du fait que l'extrême droite utilise quelques faits divers comme ça et en font un sujet de société. Et moi, quand j'entends que le sujet c'est l'OQTF, je m'inquiète quand même du fait que nous n'ayons aucune espèce de considération sur le fait que ce type est dangereux, manifestement, puisqu'il a tué Philippine, et que s'il était dans un autre pays, il est tout aussi dangereux et il met tout autant en danger d'autres femmes. Donc en fait, la question, c'est pas tant l'OQTF, le procès de Mazan n'émeut pas l'extrême droite. Donc en fait, la question des femmes se résout à dire et à porter le message que les femmes sont en danger à cause des immigrés, à cause des personnes sous OQTF, ce qui n'est pas vrai. Ce qui n'est pas vrai. Ce qui est incroyable, ce que dit cette femme, Sandrine Rousseau, c'est qu'au fond, elle vous dit que les femmes françaises, pour elle ne prend pas en compte la sécurité des femmes françaises avant les autres femmes. Eh bien, lorsqu'on est un député de la République, bien sûr qu'il faut penser à toutes les femmes, mais bien sûr qu'un député doit d'abord penser, me semble-t-il, aux Français. Ça me paraît assez évident. Alice Coffin, conseillère des écologistes de Paris sur BFM, que dit-elle ? Pourquoi est-ce qu'on discute uniquement, que tout de suite on fait des liens avec des questions d'OQTF, des questions de les Marocains, ce qui est factuel aussi. Je vais vous faire un petit slogan du mouvement de libération des femmes qui était: un violeur est un violeur est un homme. Je veux dire, pourquoi c'est pas moins factuel de poser quand même le problème de la masculinité? Si on veut changer des lois, vous voulez changer des lois, les mêmes qui sont en train de dire faut dire sur ci, faut dire sur ça par rapport aux étrangers, c'est les premiers qui refusent qu'on parle de cours de sexualité à l'école, c'est les premiers qui refusent qu'on parle de cours de stéréotypes de genre à l'école, qu'on éduque les garçons,
qu'on fasse des choses, qu'on mette des budgets sur la table pour les associations féministes qui se battent là-dessus. Parce qu'aux dernières nouvelles, ça reste un homme qui a violé et tué une femme, comme ça arrive des milliers de fois tout le temps. Voilà, les réactions, je laisse juge l'auditeur des réactions et chacun réagit dans son couloir, j'ai envie de dire. Certains sont plus enclins à parler de Philippines et d'autres à la masculinité. Et finalement, ces réactions sont guère étonnantes. La droite réagit d'une certaine manière, la gauche est dans une forme de déni et propose un autre type de réaction. Franck est avec nous, il nous appelle régulièrement. Bonjour Franck et merci d'être avec nous. Votre analyse? Eh ben écoutez, bonjour Pascal, bonjour à tous. Bonjour. Comme vous le savez, je suis un ancien policier, donc moi encore une fois, je vais pas mâcher mes mots, encore une fois Pascal, mais sincèrement, c'est une honte de laisser la parole à ce type de personnes comme Rousseau, qui passe son temps à dire que c'est faux, il n'y a pas d'insécurité. Elle vit au pays des bisounours. De toute façon, toutes les LFI, tous les gauchos, sont côté vraiment pays des bisounours. Moi, je suis un ancien flic, encore une fois, je vous dis qu'il n'y a pas de sécurité en France. Il n'y a pas de sécurité en France. Ce qui s'est passé déjà, c'est honteux. Tous les politiques qui viennent mettre leur grain de sel dans cette histoire, c'est honteux. C'est honteux. Moi, je vais vous le dire, Pascal. Ce qui s'est passé, malheureusement, ça va se reproduire. Pourquoi ? Parce que les politiques, hormis les politiques, j'ai parlé de la justice, ils sont coupables. Le ministère de la Justice est coupable. Les juges, pour moi, sont coupables. À partir du moment où une peine n'est pas prononcée et n'est pas exécutée, le juge est coupable de ce qui va se passer par la suite. Moi, je trouve que c'est honteux de ce qui se passe en France en 2024. Mais lorsque M. Dupont-Aignan dit au-delà des juges, est-ce que c'est le système qu'il faut revoir ? Et moi, je suis plus enclin à entendre ça. Mais bien sûr, mais déjà, de toute façon, il faut arrêter. Quand on voit M. Retailleau qui vient de dire ces derniers jours, l'ordre, on va remettre l'ordre. Il va rien remettre du tout. Les délinquants le savent, qu'ils sont protégés par la loi. Quand on voit que, je vais partir, mais les délinquants est plus protégés que les Français aujourd'hui. Ça devient, mais on va arriver, Pascal, je vous le dis, on va arriver à ce que les gens vont commencer à se faire justice eux-mêmes, vraiment. Je vous le dis. Alors une information importante, et le service politique peut-être peut venir nous voir dans ce studio. Je sais qu'avec Laurent Tessier, nous avons une capacité de réaction très rapide. J'apprends que Michel Barnier convoque Bruno Retailleau et Didier Migaud. Visiblement, c'est une information de l'Express. Le chef du gouvernement a reçu ce jeudi les ministres de l'Intérieur et de la Justice qui s'opposent par médias interposés. Et c'est une information qui a donc quelques secondes. Donc, ça va être intéressant également de la décrypter. Franck, qu'est-ce qu'il faut faire selon vous ? Souvent, je pose cette question aux uns et aux autres. Au-delà du constat, qu'est-ce qu'il faut faire ? Au-delà du constat, déjà, il faut arrêter en fait, on a un problème avec les autres pays. Le ministère des Affaires étrangères a un vrai problème, a peur des autres pays. Ça veut dire que ce problème-là, il va encore plus loin que la France. C'est des relations entre les pays. Les Algériens, Tunisiens, Marocains, etc., ces pays ne veulent pas récupérer leurs déchets. Oui. Parce que ce sont des déchets. Ils ne veulent pas les récupérer. Alors, en tout cas, on va enlever le mot déchet si ça vous ennuie pas, parce que le modérateur que je suis envoie ce mot-là. Mais il y a peut-être manière de faire pression sur ces pays. Ce qu'ils vont faire, mais rappelez-vous, Pascal, lorsqu'il y a eu des attentats, malheureusement, en France, et que ces pays-là ne voulaient pas récupérer ces auteurs d'attentats, ils nous les laissent. Qu'est-ce qu'on en fait ? Qu'est-ce qu'on va en faire ? On peut même pas faire comme les États-Unis à construire une prison Guantanamo à la française, parce que malheureusement, ça n'arrivera jamais. Et je dis bien malheureusement. Aujourd'hui, je vous le dis, Pascal, moi, sincèrement, je dis autour de moi, les gens qui me connaissent savent que je suis un ancien flic et je mâche pas mes mots. Oui, il n'y a pas de sécurité en France, ça devient problématique. Ces jeunes femmes, jeune 19 ans, il a été condamné en 2019 à 7 ans de prison. Qu'est-ce qu'il faisait dehors 2 ans après ? Alors, c'est pas 2 ans après. D'ailleurs, il a été condamné. En fait, on connaît tout le schéma aujourd'hui. Il viole en 2019. Il est mineur. Donc, il risque 7 ans et demi de prison. Il risque 7 ans. Bah oui, avec la loi, oui. Excuse de minorité. Malheureusement. Oui. Donc, c'est pour ça qu'il faut changer les lois. Moi, je partage votre avis. Donc, il est condamné à 7 ans et demi. Et il sort en 2024, au bout donc de 5 ans. Bon. Avec le jeu des remises de peine, automatiquement. Il ne devrait pas y avoir de remise de peine. Mais je suis d'accord avec vous, mais c'est la loi. On pourrait imaginer qu'il n'y ait pas de remise. On pourrait imaginer que pour les violeurs, il n'y ait pas de remise de peine. Je suis parfaitement d'accord avec vous. Tout ça est vrai. Bon.
Mais au-delà de ça, par exemple, pour les OQTF, faut aussi avoir un gouvernement qui accepte d'entrer en conflit avec les pays qui ne veulent pas reprendre leurs ressortissants. Il y a moyen de pression. Il ne faut pas leur laisser le choix. Mais il y a moyen de pression surtout. C'est-à-dire que vous pouvez dire à ce moment-là, vous voulez pas accueillir vos ressortisseurs, eh bien, il n'y a plus un seul visa qui est accordé mais regardez ce qui s'est passé votre avec pays. l'Algérie. Mais bien ce qui sûr. s'est passé avec l'Algérie. Et vos amis, effectivement, d'Algérie qui viennent parfois à l'hôpital américain se faire soigner, ils ne viendront pas. Eh ben exactement. Mais je vais aller encore plus loin que ça. Mais c'est exactement ça, Pascal. Moi, franchement, sincèrement, oui, je vais vous dire une chose, Pascal. Les Français n'ont plus confiance aux politiques, en la justice. Ils n'ont plus du tout confiance. Là, il y a eu un nouveau gouvernement qui a été mis en place. Vous croyez vraiment que les Français sont fiers on va voir avec Monsieur Retailleau. Merci en tout cas, Franck, parce que Reda Bellage est avec nous. Merci grandement de nous avoir appelés au standard. Reda Bellage, porte-parole du syndicat de police unité. On espère toujours, bonjour Monsieur Bellage, et évidemment le public vous connaît parce que vous intervenez régulièrement sur nos antennes. On espère toujours qu'une prise de conscience, après un énième fait de ce type, changera la donne. On espère toujours. Moi, je n'y crois pas, parce que je sais que Lola hier, Philippines aujourd'hui, et demain, ce sera quelqu'un d'autre, parce que les mêmes causes produisent les mêmes effets. Qu'en pensez-vous ? Écoutez, depuis plusieurs années, nous, ce qui nous motive, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, le métier de policier, il est difficile, surtout avec l'hyperviolence. Aujourd'hui, nous, ce qui nous tient aujourd'hui debout, ce qui tient la police debout, à mon sens, c'est les victimes, justement. On a signé un contrat avec l'État, mais on a aussi signé un contrat avec les Français. Et on compte bien ne pas lâcher, c'est ce qu'on répète, on répète sur les plateaux, mais on lâchera rien. Mais j'espère qu'on tiendra, parce que vous savez, après les victimes, c'est nous qui sommes les plus frustrés, les victimes et les proches, bien sûr, hein. Après, c'est les policiers, les gendarmes, les agents de police municipale, tous les forces de l'ordre en général qui sont le dernier rempart, mais il faut absolument pas que le dernier rempart lâche. Et pour que le dernier rempart ne lâche pas, pour que la digue ne lâche pas, il faut absolument qu'on ait plus de moyens et qu'il y ait un peu une révolution, que ce soit en termes de gestion de l'immigration, parce que ça a des bons côtés, mais ça a aussi parfois de mauvais côtés, on le voit avec les faits dont on parle, mais aussi au niveau de la gestion de la délinquance et puis des violences qui s'accroissent. Alors, les OQTF, parlons-en, parce que c'est quelque chose qu'on a découvert ces dernières années. Avant, ça n'existait pas. Obligation de quitter le territoire. On dit qu'il y aurait 700 000 OQTF. Et en fait, ces OQTF, ils sont toujours laissés en liberté, sauf évidemment s'ils ont commis des crimes ou des délits. Mais racontez-moi votre quotidien lorsque vous contrôlez, pourquoi pas, une personne dans la rue, plutôt à Paris, puisque vous êtes un policier parisien, et que cette personne est sous OQTF, avec donc l'obligation de quitter le territoire. Une personne qui n'a commis ni un délit, ni un crime, ni même une infraction. Sauf que, par définition, elle est quand même en situation irrégulière. Qu'est-ce qui se passe ? Oui, alors comme vous le dites, quand on fait certaines opérations, notamment à Paris ou en banlieue, sur les gares, sur les ventes sauvettes, qui créent un vrai sentiment d'insécurité, écoutez, la problématique à laquelle on fait face aujourd'hui, c'est que il existe, si je puis dire, une sorte de protocole, puisque depuis peu, une personne qui fait l'objet de l'OQTF, elle est valable 3 ans maintenant. Avant, elle était valable qu'1 an. Donc en fait, maintenant, quand vous tombez face à un individu, vous contrôlez un groupe d'individus, si le gars vous sort un document comme quoi il fait l'objet déjà d'une OQTF qui a été notifiée, on l'emmène pas, tout simplement. On l'emmène pas parce que... On va sécuriser la ligne, Reda, parce qu'on a un petit souci, ça passe mal ces dernières secondes. On va marquer une pause, il y aura le flash de 11h30, toute l'actualité avec Émilie Dez, et on revient évidemment avec vous, et puis vous nous direz pourquoi précisément vous ne l'emmenez pas, comme vous dites. À tout de suite. Est-ce que nous avons retrouvé Reda Bellage, qui est porte-parole du syndicat de police unité? Monsieur Bellage. Oui, je suis revenu. Vous êtes revenu. Alors, on revient sur ces OQTF. On nous dit qu'il y en a 700 000. D'ailleurs, je ne sais pas si c'est vrai. Je ne sais pas comment on peut, d'ailleurs, par définition, les compter. Mais vous me disiez que lorsque vous faites un contrôle sur un OQTF
qui n'est pas en situation de délit, crime, évidemment. À ce moment-là, il est pourtant en situation irrégulière, mais vous le laissez dans la nature parce que vous pouvez ne pas faire autrement. Oui, parce qu'en fait, vous avez un protocole avec certaines préfectures qui arrivent à maturation. Les instructions sont claires. On ne peut pas, on les emmène pas. La récidive d'OQTF, elle n'existe pas. Et les individus qui ont une OQTF depuis peu, leur OQTF, elle est valable 3 ans. Donc il y a aucun intérêt. Je vais offusquer personne, mais il n'y a aucun intérêt à les ramener. Et ce sont des protocoles qui existent avec la préfecture. Mais elle est valable 3 ans, même cette expression-là, je la trouve. Pourquoi ne serait-elle pas valable tout le temps? Par définition, une obligation de quitter le territoire, elle n'a pas de terme. Il doit partir. Qu'est-ce qui se passe au bout de 3 ans s'il n'est pas parti? Écoutez, avec un bon avocat, l'individu reste sur le sol français, tout simplement. Mais pourquoi? C'est ça que je comprends pas. Pourquoi avec un bon avocat? Qu'est-ce qu'il peut opposer pour rester sur le sol français? Écoutez, les avocats trouvent toujours une faille dans le système. Entre-temps, il se marie. Entre-temps, il fait des enfants. Il peut utiliser des critères qui sont autorisés pour faire une nouvelle demande de carte de résident, tout simplement, une carte de séjour. C'est-à-dire que pendant 3 ans, il ne peut pas demander une carte de séjour pendant 3 ans. L'OQTF, elle va jusqu'au bout, même si sa situation personnelle change? Ah si, il a le droit de demander. Il utilise les critères s'il a un bon avocat, il peut quand même demander. Mais la problématique à laquelle on fait face, nous, c'est qu'aujourd'hui, quand on contrôle quelqu'un qui a déjà une OQTF qui nous la présente, en général, on ne le ramène pas pour l'auditionner, pour lui notifier une nouvelle OQTF, tout simplement. Alors, on est évidemment les chiffres, les 700 000 par exemple, vous-même, vous êtes au courant du nombre de chiffres qu'on imagine? Ce sont des chiffres que vous entendez également? J'ai pas les chiffres, je veux pas vous mentir, j'ai pas les chiffres. Je sais qu'il y en a énormément, que nous, sur la région parisienne, on a quand même beaucoup, notamment en Seine-Saint-Denis, énormément de personnes qui sont en situation irrégulière ou qui font l'objet d'OQTF. Et malheureusement, on peut pas faire grand-chose. Avant, c'était judiciarisé, donc l'individu, c'était un délit. L'individu était placé en garde à vue, on pouvait prolonger la garde en vue de 48 heures, parfois même il était déféré, donc il y avait un impact psychologique et puis il rendait en quelque sorte la France moins attractive. C'est peut-être une des pistes à voir, je crois qu'il me semble que le ministre de l'Intérieur en a parlé, mais ça peut être intéressant. Après, je pense que la problématique de l'OQTF, ça devient, il faut la gérer au niveau... Il faut que ce soit une gestion interministérielle avec le ministère de l'Intérieur, ministère de la Justice, ministère des Affaires étrangères, pour que les laissez-passer arrivent beaucoup plus vite, pour que les demandes de laissez-passer soient faites au niveau de la justice aussi, quand c'est judiciarisé, quand il y a un délit, que ça aille beaucoup plus vite aussi, pour pas que le drame qui s'est passé le week-end dernier se renouvelle. Et puis faut renforcer aussi les services qui gèrent les sous-directions, les directions qui gèrent la lutte contre l'immigration irrégulière. Il y a une expression que j'utilise très souvent lorsqu'il y a un fait comme celui-là, un fait dramatique, c'est qu'on s'aperçoit comment fonctionne, en l'occurrence, la justice. Et l'expression que j'utilise, c'est on ouvre le capot et on voit ce qu'il y a en dessous. Dans ce que vous venez de dire, et ce que j'ai appris aussi ces dernières heures, c'est qu'avant, évidemment, l'OQTF était délictuel. Bon. Et qui a enlevé cette charge-là, ce délit qui pesait sur les OQTF, c'est la présidence de François Hollande. Donc on voit bien qu'il y a une logique, une idéologie, parce qu'avant c'était un délit, ce qui est la moindre des choses quand même. Celui qui a une obligation de quitter le territoire, il était en situation irrégulière. Aujourd'hui, ce n'est plus un délit. Donc tu amenuises forcément la dangerosité, ou en tout cas l'état juridique de la sanction qui pèse contre l'OQTF. Donc c'est une philosophie générale. De la même manière, j'ai appris, et tout le monde l'a appris, que le procureur n'était pas présent le 3 septembre lors de l'audience qui était censée juger ce monsieur Taha
haut et de savoir si on allait le remettre en liberté ou pas. Le procureur n'était pas là. Le procureur, c'est vous, c'est moi, il est là pour nous défendre. Il est là pour défendre la société. Donc ni le substitut ni le procureur ne sont allés. Est-ce que ces gens-là vont rendre des comptes? Est-ce que la juge rend des comptes? Tout le monde rend des comptes, sauf les magistrats. Donc évidemment que ce sont des questions que les uns et les autres se posent. Merci beaucoup Reda Belhadj. Merci beaucoup, c'est toujours un plaisir de vous écouter. On est avec Marie-Christine qui habite Marseille. Bonjour Marie-Christine. Oui, c'est Marie-Christiane, mais c'est pas grave, c'est pareil. Pardonnez-moi, Marie-Christiane. Ah non, c'est pas pareil. Marie-Christine, c'est pas Marie-Christiane. Bon, évidemment, vous devez vous douter des raisons pour lesquelles j'appelle. Ce sont celles auxquelles pense toute la France depuis 4 jours. Voilà, bon, moi, première chose, c'est que je suis scandalisée que la JLD ne soit pas déjà destituée de son poste, parce que si elle n'avait pas libéré cet individu, la petite serait toujours en vie, quoi. Hein. J'imagine que tout le monde pense comme moi. Hein. Donc, première chose. Ça sera une question que je poserai tout à l'heure au procureur. Est-ce qu'elle pouvait faire autrement? Et je n'arrive pas à avoir une réponse claire. Chaque fois, oui, mais j'arrive pas à avoir une réponse claire à cette question. Est-ce qu'elle a fait qu'appliquer la loi ou est-ce qu'elle pouvait faire autrement? Je pense qu'effectivement, elle n'a fait qu'appliquer la loi, donc on en revient toujours à la même chose. Il faut changer les lois, c'est tout, quoi. Hein. Puisque on tourne en rond, quoi. Hein. De toute façon, ça aurait pas été elle. Il y aurait eu le Conseil constitutionnel qui aurait crié haro sur le pauvre juge. Ça aurait été la Cour européenne des droits de l'homme. Donc on n'en sort pas. J'ai écouté, puisque je suis une inconditionnelle de CNews et d'Europe 1. Hein. Je n'écoute et ne vois que vous. J'ai écouté Thibault de Montbrial ce matin, mais il a tout dit, quoi. Mais c'était remarquable. Vous avez parfaitement raison. Ah, mais il est exceptionnel, quoi. Il y a eu une magnifique interview de lui aussi dans Valeurs Actuelles qui est, voilà, quoi. Il a tout dit. Mais et il a fini en disant effectivement ce qu'il faut, c'est que tant qu'il n'y aura pas un gouvernement qui aura les rojones, comme on dit en Espagne, de faire ce qu'il faut. C'est vrai qu'on aimerait voir Monsieur Thibault de Montbrial, ministre de la Justice, parce qu'en plus ce n'est pas, comment dire, exceptionnel. Mais je suis d'accord avec vous. Et la justice, c'est pas une question de droite ou de gauche. En fait, ce qu'il dit, c'est juste de protéger les Français. C'est l'humanité, c'est tout, quoi. Là, c'est protéger les humains, quoi. Et enfin, pas les OQTF, parce que quand on entend Sandrine Rousseau et compagnie, on en revient toujours au même truc, quoi. C'est les victimes sont ignorées, c'est les délinquants qu'on plaint. Les pauvres, ils n'ont pas eu une chance dans la vie. Oui, puis on déplace le sujet sur la masculinité, en l'occurrence. On va dans les obsessions de Madame Rousseau, de Madame Coffin, etc. C'est à vomir, c'est le déni absolu, mais le problème, c'est que moi, ce qui m'inquiète aussi, c'est comme tout le monde, j'imagine, c'est le binôme Retailleau-Migaud. Parce que Bruno Retailleau, il est un peu d'une droite dure, il va avoir des décisions. Mais il n'y a pas de droite dure, il est de droite, il est de droite. Oui, en tout cas, il est de droite. C'est déjà ça. Il est de droite. Il n'y a pas de droite dure ou pas. Oui, mais le problème, c'est que derrière, Migaud va verrouiller toutes les décisions qu'il va prendre. Monsieur Migaud, alors, vous avez entendu une information quand même que j'ai donnée qui est importante. C'est-à-dire que le Premier ministre, a convoqué aujourd'hui Monsieur Migaud et Monsieur Retailleau. Parce que Monsieur Migaud, effectivement, Gérard Carrérou disait tout à l'heure, et il a utilisé le bon adjectif. Il a un ton goguenard, monsieur. Mais c'était tout à fait ça. C'est exactement ça. Il dit au fond, je suis d'accord avec vous, il y a une communication non verbale chez ce monsieur Migaud qui, au fond, dit... Voilà, je vous laisse, mais je vous méprise un peu. Il y a le droit, il y a les règles, etc. Tu perçois ça. C'est un des fameux petits hommes gris que vous détestez et qu'on déteste tous. Mais je ne déteste pas, je dis qu'un petit homme gris doit être à rester à sa place, mais il ne fait pas de politique. C'est tout, il est là pour exécuter. Il est sinistre, le pauvre mec, en plus. Voilà, je veux dire, bon, et alors après, là, il faut que j'aborde un sujet. Pas d'attaque personnelle, on a dit pas de physique. Je ne connais pas, donc je trouve qu'en voyant sa tête, je le trouve sinistre. On a le droit de dire ça, quand même. Oui, vous avez dit ce mec, c'est pour ça que je me suis permis de... pardon, c'est vrai, vous avez raison. Pas d'écart de langage. Bon, en même temps, il n'est pas là pour faire poète-poète. Non, on est bien d'accord. Non, après, ça veut dire quoi, ça? Non, c'est le ministre de la Justice, donc tu ne demandes pas non plus, tu ne t'occupes pas du... Vous avez raison. Tu ne t'occupes pas du département serpentin et confetti de la place Beauvau. Alias faire poète-poète, comme vous dites. De la place Vendôme. Non, mais c'était pas heureux comme expression, donc je l'enlève parce qu'il est capable de la mettre. Je le connais, le Tessier, là. Vous avez vu dans mon regard. Voilà, le Tessier, il est content et il va s'en servir, croyez-moi.
Bon, Marie-Christiane, vous habitez Marseille ? Ouais, hélas. Bah, ouais, hélas. Vous êtes marseillaise ? Hélas. Mais vous êtes... Pas d'origine, hein, Dieu merci. Bon, vous êtes à Marseille depuis combien de temps ? Depuis toujours. Bon, bah c'est mais je vous dirai pas depuis combien de temps, ça ne se demande pas. Bon, pardonnez-moi, mais vous dites que vous n'êtes pas d'origine et vous y êtes depuis toujours, donc j'y vois... Ma famille n'est pas originaire de Marseille. J'ai bien compris. Je suis allée par les hasards de la vie. Et vous trouvez que ça a beaucoup changé ? Mais non, à peine. Enfin, moi, j'avais pas prévu de vivre dans une ville arabe, c'est tout, quoi. Hein, voilà. Bon, faut pas le dire ça non plus. Non, bah en tout cas, on va pas le dire. C'est votre propos, c'est votre témoignage, ouais. Et évidemment que à Marseille, d'abord c'est une ville française. Je me permets de rectifier, mais avec une forte culture aujourd'hui qui est différente peut-être des dernières années. Et le modérateur que je suis va essayer de trouver les bons mots pour qualifier cette ville qui effectivement a beaucoup évolué et qui a un apport d'immigration d'origine musulmane, sans doute, et d'origine arabe, vous l'avez dit, mais qui ne fait pas de cette ville la ville comme vous l'avez qualifiée, parce que je rappelle que tous ces jeunes gens sont nés sur le sol de France, donc ils sont français. Hélas. Hélas, oui, si vous dites hélas tout le temps, c'est bon. Oui. Bon, demandez-lui ce qu'elle va déjeuner ce midi. Bon, oui, on va changer exactement parce que. Pascal, non, mais... est-ce que je peux continuer sur Philippines ou c'est trop? Non, vous pouvez parler. La parole est libre. Alors accrochez-vous parce que je pense que ça va vous hérisser le poil et je ne comprends pas que personne n'aborde le sujet. Moi, je suis totalement pour le rétablissement de la peine de mort. Ça réglerait tous les problèmes. Bah, hélas, non. Ça règle rien. Et ça règle rien. Ils n'ont pas peur de la peine de mort, mais la question c'est pas ça, on s'en fout qu'ils aient peur ou pas. Ça éviterait les récidives. Je veux dire, un mec il est mort, il récidive pas. Oui, quoi. Bon, écoutez, je vois que Marie-Christiane, d'abord c'est votre avis, c'est important. La peine de mort, tous ceux qui ont réfléchi sur ce sujet, et notamment Robert Badinter, ont toujours souligné qu'elle n'est pas dissuasive. Et elle a un inconvénient majeur, évidemment, parce que ça arrive de temps en temps, c'est que quand il y a des erreurs judiciaires, et c'est le cas notamment d'une célèbre affaire, à Marseille d'ailleurs, avec Christian Ranucci et le pull au vert rouge, on peut imaginer que M. Ranucci était innocent, il a été guillotiné. Donc, je ne suis pas, et nous ne sommes pas, et la France n'est pas, pour rétablir la peine de mort. En revanche, les gens qui sont dangereux pour la société, faut les mettre en dehors de la société. Il faut trouver une solution pour eux. Il y a des gens parfois qui sont irrécupérables. Et au bout de 2, 3, 5, 10 infractions, faut peut-être réfléchir à ce que ces gens ne sortent plus jamais. Parce que c'est comme ça, ils sont irrécupérables pour la société. Il est 11h. Non, si vous me permettez, c'est pas exactement adapté par rapport au sujet dramatique que nous parlons.